Ce cycle est né d'un enthousiasme, disons-le, pour une série de 16 films de 23 minutes réalisés par Amos Gitaï pour la télévision israélienne en 2012 et inédit en France, dont nous avons coédité le DVD. Cette série, vous pourrez en juger, est passionnante, à plus d'un titre. D'abord, bien sûr, parce qu'Amos est un cinéaste de talent, et comme il en est pour tous les grands artistes, sa singularité est universelle. Quand il évoque l'architecture en Israël, Amos Gitaï parle d'identité troublée et conflictuelle, il parle de l'espace comme doute, comme disait Georges Perec, il revisite les mythes fondateurs qui sont ceux de notre civilisation, il montre combien l'architecture est l'expression d'une culture, mais aussi la résultante d'un champ de forces contradictoires. Il nous parle donc de nous, de notre relation à l'espace construit et à la ville. Série passionnante également parce qu'Amos a un rapport privilégié, de grande familiarité, de grande proximité avec l'architecture. L'architecture est présente dans chacun de ses films. Souvenons-nous que celui qui cristallisa ses difficultés avec les autorités israéliennes et qui le conduisit au début des années 1980 à s'installer en France pour pouvoir continuer à travailler était intitulé House. L'architecture est inscrite dans l'ADN de la famille Gitaï, on pourrait dire ça. Son père, le père d'Amos, Muño Weintraub Gitaï, formé au Bauhaus par Mies van der Rohe, fut un architecte très important du modernisme israélien, auquel rend hommage le film Lullaby to My Father, sorti l'an dernier en France et l'année précédente en Israël. Amos Gitaï est lui-même architecte de formation, diplômé du Technion d'Haïfa, titulaire d'un PhD à Berkeley, où il suivit l'enseignement de Christopher Alexander. Quant à son fils Ben, qui est parmi nous ce soir, je l'ai connu comme étudiant à l'école d'architecture de la Villette. Il en est maintenant diplômé et il finit sa HMO. Donc on voit qu'on a affaire à une lignée ininterrompue d'architectes. Chaque film de la série Architecture en Israël prend la forme d'un dialogue, d'une conversation dans laquelle Amos Gitaï, le cinéaste, se place volontairement en retrait pour laisser parler architectes, urbanistes, sociologues, historiens, écrivains, philosophes et parfois même, comme ce soir, théologiens, vous le verrez. Amos Gitaï est un cinéaste du récit, comme en témoigne magnifiquement son dernier film Anna Arabia, diffusé en avant-première à la Cinémathèque la semaine dernière et qui sortira en salle dans quelques semaines. Je salue Marie-Josée Sanselme, qui nous a fait l'amitié d'être parmi nous et qui est co-scénariste du film. Le récit y est une véritable métaphore de la vie et renvoie tant à la tradition des contes d'Europe centrale et orientale qu'à celle des Mille et une nuits. Il nous donne, comme du reste tous les films d'Amos Gitaï, une leçon essentielle. Raconter des histoires et les écouter, c'est apprendre à vivre, à aimer et peut-être aussi à comprendre l'architecture. Les 4 soirées de ce cycle obéissent à un même format, une projection de 2 films, puis un débat avec des invités qui dialogueront avec Amos Gitaï et Jean-François Chevrier. Ces invités pour la séance de ce soir sont Patrick Bouchain, architecte, enseignant, cofondateur de l'École nationale supérieure de création industrielle, président du conseil scientifique de l'École d'architecture de Malaquais, président de l'Université foraine de Rennes et membre de notre conseil d'orientation scientifique, celui de la Cité de l'Architecture. Lors des prochaines séances, nous accueillerons successivement Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal la semaine prochaine, donc le 14 mars, puis Jean-Louis Cohen le 21 mars et enfin Pierre Fray le 28 mars. Je veux, pour terminer ces quelques mots d'introduction, remercier Elia Pijolet, qui a préparé ce cycle aux côtés de Jean-François Chevrier, Rémi Guinard, qui, au sein de la Cité, en a assuré l'organisation, ainsi que Julien Borel, qui se charge là-haut, en régie, de la projection et de la captation filmée de cette soirée. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle projection et je donne ce micro à Amos Gitaï pour dire quelques mots d'introduction. Merci Guy, c'était très complet. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter. Alors, un grand merci. Je suis très ému pour venir ici. Effectivement, c'est la première salle qui a montré mes tout premiers films avec Serge Danet il y a 30 ans à Paris, comme ça fait partie de la Cinémathèque française.
La série qu'on va voir, je vais dire seulement quelques mots ce soir, elle a commencé par, effectivement, c'était un dialogue avec la télévision en Israël, qui m'ont demandé de faire d'abord une série sur les coexistences en Israël, et après ce projet a été abandonné. Et ils ont été en train de chercher un autre sujet, je l'ai dit finalement, peut-être grâce aussi à la dialogue que j'ai fait sur l'archive de mon père et grâce à mon dialogue avec Ben, mon fils, sur l'architecture, ça m'intéresse de replonger dans l'architecture, que comme Guy il a expliqué, c'est un métier que j'étais formé strictement comme architecte, pas comme cinéaste. J'ai choisi une forme très minimaliste. Chaque chapitre, il y a une sorte de dialogue que vous voyez. J'ai essayé d'élargir notre notion d'architecture et d'éloigner de l'architecture de mode. Alors, il y a un chapitre sur les tentes bédouins, il y a un chapitre sur l'architecture des kibbutz, il y a un chapitre sur l'architecture coloniale britannique, etc., pour donner un sens plus large que l'architecture, ce n'est pas strictement un projet de design, parce que quelquefois on souffre de over-design, mais c'est aussi vraiment la construction d'un environnement construit. Alors, merci. Je crois que c'est un risque de parler trop long devant un film, alors je ne vais pas faire. Et merci d'être ici ce soir. À tout à l'heure. Merci. Voilà. Bon. Donc nous allons commencer. Moi, je voudrais, pour commencer, juste demander à Amos de préciser un peu quels sont les deux personnages là qui parlent, leur histoire. Je crois que c'est intéressant parce que vous allez constater, en voyant de plus en plus de ces émissions, quelque chose d'ailleurs que je n'avais pas vu la première fois, c'est que ce sont aussi des portraits. Et la première fois qu'on les voit, on n'y pense pas vraiment parce que le contenu est très prenant. Donc on va au contenu, mais on ne pense pas tellement que ce sont des gens qui parlent. Et puis après, on s'en aperçoit et on a envie de savoir un peu plus peut-être ce qu'ils sont. Alors peut-être, Amos, tu pourrais commencer par situer un peu les deux personnages. Dov Elbaum, il arrive de familles ultra-orthodoxes, d'ailleurs, la première figure qui parle des textes bibliques. C'est un très grand connaisseur des textes bibliques. Et comme j'étais effectivement envie de confronter des concepts architecturaux, les tentes, les shrines et les temples, j'ai parlé avec Dov Elbaum, alors il connaît par cœur des textes bibliques, de l'Ancien Testament, des contextes culturels d'époque biblique. Et Dan Eitan... Quelle est sa situation ? Quelle est sa situation parmi les théologiens ? Je crois qu'il fait plutôt... Ça marche, oui. Ça marche. Il fait plutôt une synthèse de... C'est-à-dire, il situait les textes bibliques dans le... Il essaie de voir comment c'est situé dans l'époque, c'est-à-dire que comme on connaît le texte biblique sur l'Ancien Testament, c'est un texte critique. Et la Bible, il a fait jamais de l'Ancien Testament, elle traite d'une façon très stricte et sévère, même les dirigeants les plus célèbres, l'écrivain biblique, il a même les rois les plus célèbres comme David, ils ont été soumis au regard critique. David est considéré comme le roi le plus célèbre de l'histoire d'Israël. Il est considéré comme quelqu'un immoral parce que comme il a désiré Bethsabée, il a envoyé Uriah d'être tué dans la guerre. Et le prophète Nathan, il lui traite d'une façon critique. Et le rédacteur en chef de Bible de cette époque, il n'a pas éliminé cet regard biblique.
qui est très honorable, c'est-à-dire qu'on a devant une situation dans laquelle le rédacteur en chef, je crois qu'il y a, on peut imaginer que cette partie de texte de Bible, il date déjà presque 3000 ans. Et le rédacteur en chef, disons, de Bible de cette époque était plutôt nominé par la maison de David, mais il a trouvé que c'est très important que pour les prochaines générations, il y a cette dimension critique de Bible. Ce n'est pas un texte de relations publiques, parce qu'il faut garder le rapport au pouvoir. Et je crois que Dov, pour revenir, Jean-François, à ta question, c'est-à-dire cette sorte d'école comme Dov Elbaum et des autres gens qui traitent l'Ancien Testament, il a envie de transmettre cette regarde que je trouve extrêmement important, dû la grande importance de Bible, de l'Ancien Testament, parce que c'est une leçon éthique qui conserve son validité jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de chapitres qui parlent de rapport au pouvoir et de nécessité de voir le pouvoir d'une façon critique. Et d'ailleurs, même comme j'ai fait Kadosh, et il y avait certains cycles orthodoxes qui n'étaient pas contents de cette film, je leur ai dit, écoute, moi je suis plutôt dans les bonnes lignes d'étude des textes bibliques parce que j'apporte un regard critique. Alors, c'est vous moi je trouve que la Bible, il a conservé ce rapport très strict et je crois que c'est une leçon très importante pour l'humanité, c'est-à-dire que effectivement, comme Dov Wolbeum, il parle contre l'accumulation de la richesse. Dans la Bible, il y a beaucoup de chapitres contre les faits religieux même, contre les assumptions, que si on va aller faire des sacrifices au temple, on va garder de bons rapports avec Dieu. Et les prophètes et les textes bibliques, il dit non. C'est-à-dire que la divinité de cette perspective de cette divinité, elle est qu'il y a l'éthique, les questions morales, les questions, ils sont le centre de ce texte. Alors, Dov Elbaum, comme les autres, il veut conserver cette regard. Et je crois que dans les séries comme Israël, c'est pas une société monolithique. Cet courant, il est très important. C'est-à-dire que cet courant qui, à la fois, il n'est pas laïque d'une façon trop simpliste, c'est-à-dire qu'il ignore tout ce grand héritage. Il veut faire référence au texte, mais il utilise le texte pour faire challenge à certains courants problématiques, même des courants religieux. Alors, mais il fait un challenge, comme Pasolini, il fait un challenge par l'évangile de Saint Matthieu, en utilisant des textes bibliques. Et Dan Eitan, prof d'architecture de Technion, d'ailleurs étudiant de mon père Mounion, on a gardé toujours un très proche amitié. Il est vraiment de cette génération, c'est-à-dire si je dois faire mais je vais pas, si je vais faire un petit esquisse de génération d'architectes en Israël, alors il y a d'abord une architecte fin 19e, début 20e, c'est-à-dire au début de l'installation moderne en Palestine, des Juifs en Palestine, qui commence en 1880. Alors il y a des architectes qui viennent de Berlin, mais qui apportent un regard plutôt éclectique vers... c'est-à-dire qu'il y a surtout l'architecte qui s'appelle Berwald, qui promène par Istanbul, et qui veut construire des architectures israéliennes avec des ingrédients d'Orient. D'ailleurs, il y a de très belles buildings faits par des sand dunes, par des pierres de sable, par Berwald. Après, on peut dire d'un grand bloc, il y a l'architecte qui arrive des écoles modernistes d'Europe. Il y a Rechter, Karmi et des autres qui arrivent dans l'année 1920, qui sont très formés par le modernisme européen. Après, il y a 3 architectes qui arrivent de Bauhaus
Et mon père, c'est un des trois, mais il y a Ariel Sharon et Mistetchkin. Et ça, c'est peut-être une sorte d'âge d'or de cette école moderniste qui va des années 40 jusqu'au début des années 50. Et après, il y a Dan Eitan qui fait son étude, le Messie qu'on a vu tout à l'heure, à 49, pendant la guerre d'indépendance d'Israël. Et c'est la première génération d'architectes qui commence à travailler en Israël pendant, comme l'État d'Israël est créé déjà. Et je crois que Dan Eitan, il est encore formé par cette attitude vis-à-vis du détail d'architecture. Bon, ça c'est à peu près l'esquisse. On y reviendra. Alors Patrick, je sais que tu as travaillé. Pardon, Patrick, je sais que tu as travaillé, tu as préparé parce que le premier film notamment t'a un peu, je crois, surpris, saisi, non, à la première vision. Non, c'est parce qu'en effet, voilà, moi, d'abord j'ai une admiration totale pour le travail que Amos fait, parce que c'est une façon justement de parler de l'architecture, on pourrait dire sans en parler, mais c'est comme ça qu'il faudrait en parler, quoi. Donc on pourrait se dire que les écoles d'architecture pourraient être faites que comme ça. On pourrait en parler d'architecture en écoutant quelqu'un ou éventuellement en relisant des textes anciens, dont des textes religieux et dont la Bible. Et donc, en effet, moi, j'aurais préféré en faire d'autres, enfin, de parler sur d'autres. Puis comme la date ne convenait pas, donc c'est ces deux films donc, qui étaient ceux sur lesquels je devais parler. Donc, du coup, j'ai relu. Alors, j'ai relu, y compris d'ailleurs ce que j'ai appris à l'école, soit à l'école donc religieuse, puisque voilà, j'ai été élevé par les jésuites, et j'ai relu ce que j'ai appris à l'école d'architecture, où il y a l'histoire, justement. Moi, j'avais un professeur qui était un admirateur de Viollet-le-Duc, et qui nous faisait un cours sur l'histoire de l'habitation humaine. Donc, il y a un cours de Viollet-le-Duc qui ressemble un petit peu à ça, quoi. On explique les villes radiales, orthogonales, et ainsi de suite, quoi. Et puis, bon, voilà, donc j'ai regardé plusieurs fois les films avant ce soir. Puis en fin de compte, je me suis dit, voilà, j'ai bien fait de prendre cette date et au hasard, parce que tout est dans tout, quoi. Et peut-être qu'en revoyant justement celui qui parle de l'arche et de l'alliance, peut-être que tout est là, quoi, en fin de compte, sur cette chose non finie, voilà, sur cette chose que l'on projette, mais en même temps que l'on ne doit pas terminer. Et c'est cette chose que l'on ne termine pas, que l'on transmet. C'est-à-dire qu'on ne transmet pas une chose finie, on transmet une chose en mouvement. Et donc, en le regardant encore une dernière fois hier soir, comme ça, en me disant, tiens, je vais voir si vraiment c'est ce que j'ai compris, y compris sur la maison, sur le fait que cette maison est ouverte, et qu'en effet, elle est ouverte, et que c'est sur le chemin de la maison que le rapport se fait aux autres, quoi. C'est aussi bien dehors, donc dans l'espace public, que dans la maison, qu'il y a l'espace clos dans lequel on accueille. Je me suis dit, et si l'architecture se faisait comme ça? Voilà. Hier soir, j'en ai presque une lecture comme ça, en me disant, et pourquoi, en effet, on ne relie pas les choses aussi simplement, quoi. Pourquoi construit-on encore des objets aussi incongrus, quoi? Pourquoi continue-t-on à construire des objets qui sont inhabitables, on pourrait dire? Et donc, on pourrait avoir cette discussion ce soir, quoi. Est-ce qu'on est sur la bonne voie, quoi? Est-ce que on se trompe pas complètement, quoi? Peut-être qu'en revoyant ce film, on pourrait se dire, et peut-être que les concours, puisque je suis un farouche opposant au concours, puisque justement, tout le problème du concours, c'est la représentation. Et donc, comme on dit que c'est irreprésentable, on ne peut pas représenter l'invisible ou on ne peut pas représenter la vie. Donc, le concours, par lui-même, est le contraire de ce que devrait être une architecture, puisque non seulement on ne connaît pas la personne qui conçoit, puisque c'est anonyme, mais on ne voit qu'une image de quelque chose qui devrait représenter une chose qui va se construire, alors que la plupart du temps, la chose représentée n'est pas constructible. Et donc, c'est l'autre hommage que je voudrais rendre à Mugnot, parce que c'est une discussion qu'on a eue un jour comme ça, tous les deux, et voilà, on ne l'avait jamais eue, mais parce qu'on était ensemble, en tête à tête. C'est
Moi aussi, j'ai été formé par l'école du Bauhaus. On peut dire que l'école d'architecture, on a traîné longtemps ce modèle. Et moi-même, j'ai été confronté en sortant de l'école à l'impossibilité peut-être de faire ce métier en utilisant ce modèle. Hein. Et ce que j'aime justement chez Muñoz, c'est il est le seul, heureusement qu'il n'est pas parti aux États-Unis. Parce qu'on a un exemple comme quoi cet enseignement de base, cet enseignement archaïque apparemment, qui était de retourner à l'artisanat, au savoir-faire, au travail manuel et ainsi de suite, qui devait nourrir l'architecture, pour ceux qui sont partis aux États-Unis, ça n'est pas arrivé. En fin de compte, c'est ceux qui sont partis dans les pays où il y avait une utopie, une sorte d'utopie sociale. Et donc le fait que Muñoz soit parti en Israël, on peut dire qu'on c'est peut-être chez lui seul qu'on voit les bases. Et c'est drôle que tu parles de Muñoz parce qu'il n'apparaît là vraiment qu'à travers il n'est pas très présent dans les deux films là. Oui, mais il est en arrière-plan. Ouais. Il est en arrière-plan, mais il n'est pas dans. Il est en premier plan. Il est en premier plan parce que justement, quand Guy a présenté la lignée, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est la lignée. Et non pas parce que je m'intéresse aux lignées, mais c'est de voir dans la continuité des choses comment chaque période transforme quelque chose. Et on pourrait dire, pour moi, Amos est architecte. C'est drôle parce que la dernière fois qu'on se rencontrait, tu parlais de ton père. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je te parlerai de mon père. Ah oui, parce que justement, c'était un artisan. Voilà. Et donc, non, et juste pour finir sur justement l'école du Bauhaus, l'artisanat, reprendre les choses essentielles, retour à l'archaïsme, c'est presque pour démontrer en effet, le monde n'est pas à inventer. Il est à retrouver, le monde, il est à composer. Et le monde qui est à composer, il est à être expérimenté. Et donc, c'est ce qu'on presque le texte, enfin la lecture du texte biblique qui est faite là nous apprend cela. C'est qu'en fin de compte, rien n'est réellement défini. Ce qu'il faut, c'est avoir envie de le faire et d'avoir le courage de le faire. Et peut-être que c'est ça la leçon, quoi. Donc, on se trompe. Enfin, je pense que dans le système occidental actuel, bon, on se trompe complètement. Et même après, j'avais pas compris tout. Mais quand on voit même du temps des Égyptiens les logements ouvriers, on a l'impression de voir nos banlieues. On a l'impression de voir en effet le centre-ville, la ville, le palais et la banlieue, quoi. Et quand on voit après que l'on détruit, ou quand tu lui poses la question, et la ville radiale, ou la ville orthogonale, et l'agora, et ainsi de suite, en fin de compte, sans cesse, ça se fait. Regardez, nous, on détruit nos bars. Elles sont orthogonales. On revient au modèle pavillonnaire et on voudrait nous faire croire que la rue sinueuse va changer tout et que ce qui était mauvais, c'était la rue orthogonale. Et après, dans certains endroits, des architectes refont des rues droites en plantant des arbres. Donc on voit bien que sans cesse, cette expérimentation, en fin de compte, sur la ville orthogonale, la ville radiale, en fin de compte, la ville autoconstruite ou la ville autoritaire, et ainsi de suite, c'est la vie. Et donc peut-être que ces deux films, contrairement à ma peur de discuter de cela avec toi ce soir, ces deux films, c'est peut-être, en fin de compte, toute ma vie. Voilà, c'est peut-être la base, en fin de compte, de la question que je me pose. Et c'est presque mieux, parce que j'ai regardé l'attente, toute l'architecture nomade et autres, parce que je suis plutôt apparenté à Guy m'a présenté comme un président de moult, comme un forain, je veux dire, je me reconnais plus, presque dans ces deux films, que dans celui qui est fait sur l'attente. Voilà. Alors, on va donc dialoguer, là, quand même, parce que... Ça pourrait être le début d'un cycle très long. Hein, je veux dire, c'est pas... Mais en tout cas, c'est vraiment... Moi, je suis très ému aussi d'être ici, parce que c'est vrai qu'en grande partie, quelques-uns de mon époque, nous n'allions pas à l'école, parce qu'il n'y avait pour ainsi dire pas d'enseignement. Je ne lisais que des revues, c'est pour ça que je suis très défenseur des revues, parce que c'est un moyen de connaître. Et nous n'allions qu'au cinéma. Et donc, je pense que la moitié de ma formation s'est faite dans cette salle. Non, tout à l'heure, j'étais sérieux quand je disais que la dernière fois, tu avais parlé de ton père, parce que là, tu recommences en quelque sorte en parlant du père d'Amos. Mais moi, ça ne me dérange pas, parce que je pense que cette dimension généalogique est évidemment considérable, d'où l'exposition à Madrid. Quand, au début, là, tu parles d'une biographie de maison.
Et je trouve que l'expression est très très belle et très importante. Parce que une maison, ça a une vie, mais si on raconte la vie de la maison, ça devient une biographie. Une biographie, c'est une vie racontée. Et il est très important, enfin, ce lien de la maison à la biographie est très important. La maison n'est pas seulement le contenant de différentes vies, elle a sa propre vie. Et toi, tu as commencé comme ça, c'était ton premier film. Et je trouve très beau que tu aies choisi de mettre ce film-là au début de la série, en introduisant avec ce rappel sur ton travail que tu ne feras pas dans les films suivants, et que ce soit précisément ce thème de la maison qui ouvre l'ensemble avec l'association à la mère. Le discours de cet homme sur le rapport maison-mère est très intéressant parce que c'est pas freudien. Enfin, c'est évidemment freudien, mais c'est tellement au-delà. Ça fait tellement exploser le schéma freudien. Quand il parle enfin, c'est tellement au-delà. Enfin, la liaison entre le sentiment et le sacré est tellement étroite, avec cette image magnifique du sourire là, de la maison qui sourit comme dans les dessins d'enfants, quoi. En fait, c'est la maison d'enfants, c'est le dessin de la maison qui regarde. Il y a le regard dans la maison. Et ça, je trouve que c'est vraiment important que toute cette série qui, au fond, est très politique. Hein, vous allez voir que tout ça est quand même très politique, mais ça commence avec un film sur le sacré, qui est aussi un film sur la biographie, qui est aussi un film sur les éléments, au fond, de la liberté individuelle. Et ça, c'est très important, de lier le sacré et la liberté individuelle. Non, mais justement, par rapport à ce moment qui existe très rarement, parce que vous avez vu, il y a une toute petite vibration dans le film, il est obligé de prendre sa respiration, il est à 2 doigts de pleurer. C'est-à-dire que donc il faut qu'il respire pour qu'il n'y ait pas une larme qui coule. Et donc il y a à un moment donné une vibration entre vous deux où tu parles de ta mère, il parle de ta mère, il parle de sa mère, il parle de la maison, et il dit que sa maison est détruite, et lentement, en respirant, il reprend de la force pour construire sa maison. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque l'entretien qui peut-être l'a libéré, on pourrait dire, de la mort de sa mère. Et donc, toujours pour revenir sur les concours, parce que je vais quand même y aller, voilà, c'est cette émotion-là qui n'existe pas, et peut-être que quand je dis toujours que Amos est un architecte, parce que c'est une œuvre d'architecte, on pourrait penser que là, il a presque donné l'envie à quelqu'un de construire. C'est-à-dire que c'est comme s'il était l'architecte qui transmet quelque chose à quelqu'un de construire. Et il y a donc un sentiment qui est exprimé à ce moment-là, qui n'est jamais exprimé dans aucun programme. C'est-à-dire que quand on écrit le programme de quelque chose, il n'y a pas ces 2 mots ou ces 3 mots qui disent « la maison, c'est ma mère, j'ai perdu ma maison est détruite, j'en reconstruis une ». Donc imaginons que ce soit le programme d'un logement social. Voilà, tout simplement. C'est 2 lignes comme ça, quoi. Et toute personne qui ne répondrait pas à cette vibration-là serait éliminée. Mais il n'y aurait pas d'image. En fin de compte, on dirait c'est celui qui va accepter de mettre en acte ce sentiment exprimé, et c'est l'acte qui produira éventuellement le mouvement de la construction de la maison, et non pas un dessin qui produirait la maison qui serait à exécuter. C'est la maison, ou le sentiment de la maison, qui serait interprété, quoi. Et c'est en ça que le cinéma, pour moi, est donc un art premier aujourd'hui, et c'est pour ça que le cinéma pourrait être justement, il est l'allié de l'architecture, et là, dans la démonstration d'Amos, il est lui-même architecture. Mais là, ce qu'on voit très clairement, c'est donc le rapport, la connexion maison-mère, l'architecture, la construction architecturale étant du côté de ton père. Et je crois qu'il serait intéressant quand même que tu précises un peu que le rapport au texte biblique, c'est aussi ta mère. C'est elle qui lisait la Bible et qui avait une lecture laïque de la Bible. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut peut-être préciser quand même. Non, je vais d'abord, effectivement, Patrick, revenir sur ton... parce que c'est mon sujet préféré de parler de mes parents, alors j'ai une bonne occasion. Non, parce qu'effectivement, après que j'ai fait une certaine quantité de films, Kadosh, Kippour, Kedma, Free Zone, etc., il y a quelques années que je suis mis pour fouiller dans l'archive de mes parents. Et j'ai fait ça pas strictement comme un acte sentimental, parce que je trouve qu'effectivement, dans ces 2 figures que
je suis la coproduction de cette de figure. Alors, chacun à sa façon représente une idée de projet de départ d'Israël. Et comme Israël recycle son histoire dans une vitesse énorme, il faut revenir, il faut faire un pas arrière. Regardez Efratia, qui est comme une fille des immigrants juifs de la Russie, qui sont arrivés après le pogrom de Kishinev et l'échec des premières révolutions de 1905. Ils sont arrivés très tôt en Palestine. Ils ont apparemment pris un bateau de Odessa vers Alexandrie. Et après, la mythologie familiale dit qu'ils ont pris des chameaux jusqu'à Jaffa, avec un projet très clair de créer une société d'égalité juive en Palestine. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient, on peut dire, radiés, parce qu'il y a, même dans cette tendance laïque, il y avait une idée de... Ils ont été, suite à notre dialogue à Madrid, ils ont été... c'est un geste spirituel. C'est pas strictement une analyse politique des souffrances des Juifs des siècles, mais il y a un geste spirituel de créer un autre centre, qu'effectivement les Juifs doivent être actifs, de donner forme à leur destin. Alors ça, c'est le projet, dans quelque façon, de l'île de Fratia. Et Munio, c'est effectivement les gens qui étaient éjectés par l'Europe, les Juifs qui étaient refusés par l'Europe, qui arrivaient là-bas, comme Patrick le dit d'une façon très juste, c'est-à-dire, lui, il était jugé par les nazis, il était battu, il était mis en prison, et après il était, heureusement, on peut dire, expulsé vers de l'Allemand, très tôt en 1933, comme Goebbels, il a fermé le Bauhaus. D'ailleurs, c'est pas un hasard que Goebbels, le premier Hochschule qui était fermé avant même l'école marxiste, c'était le Bauhaus. Parce que le Bauhaus, c'est un modèle classique dans lequel la forme moderne, transparent, modeste, minimaliste a créé une sorte, était une menace pour l'idéologie nazie, qui ont été besoin de Speer, des choses autocrates, les dimensions d'un petit être humain dans cette immense échelle, etc. C'est pas un hasard que Goebbels a considéré que le Bauhaus était une menace. Alors Munio, il avait 24 ans, il était très jeune, il a été éjecté et il arrivait à Bâle. Et là, effectivement, il avait le dilemme, c'est-à-dire l'époque que les Suisses commencent à rendre les Juifs allemands aux Allemands, il y a beaucoup de ses collègues, et la grande majorité de ses collègues, ils vont à New York avec Mies van der Rohe, avec Gropius, avec Molinage, qui plus tard il va faire le centre à Chicago, etc. Et Munio, parce que comme il a décédé il y a 43 ans, il y a très longtemps, je n'ai pas évoqué cette question avec lui, mais il avait le dilemme, il était là en Suisse, et finalement il a pris le bateau. Il a fait les choses pas très probables, il était allé vers la Palestine. Et je crois que tu as complètement raison, et les choses qui l'a intéressé d'aller en Palestine, c'est d'ailleurs ce challenge social de créer des choses très modestes, de créer des résidences, de créer des petites salles à manger dans un kibbutz, de faire des séries de projets architecturaux de cette échelle-là. Et c'est pas un hasard d'ailleurs que Munio il est à la fois élève de Mies van der Rohe, mais aussi élève de Hannes Meyer, qui est un grand architecte suisse, qui était plutôt les tendances politiques, sociales de Bauhaus. Et même il était dans le petit groupe que Hannes Meyer avait comme projet d'envoyer à l'Union soviétique pour construire Birobidjan. Birobidjan qui était la république juive conçue par Staline. Alors, il a échappé les nazis. Heureusement qu'il n'était pas suivi ce conseil de Hannes Meyer d'aller à Birobidjan, parce qu'en grande partie de ses collègues, ils sont finis à Goulag. Il était allé en Palestine. Et je crois que cet aspect-là de travailler avec des matériels très modestes, et en même temps de le challenge, parce qu'on parle d'architecture ce soir,
d'innover parce que la Palestine, dans cette époque, les technologies, elle est plutôt vernaculaire. Le vernaculaire palestinien, c'est plutôt construit avec les pierres. Alors, la première usine qu'il crée, c'est des usines de verre, des usines de briques et de travail métallique. C'est-à-dire que c'est comme un peintre qu'il veut d'abord construire l'endroit où on peut construire les ingrédients qu'il peut faire l'architecture. Et je crois que toute cette, effectivement, tendance d'architectes modernes, ils ont créé effectivement cette architecture. Ils ont fait, moi je dis souvent qu'ils ont fait une sorte de coup d'État, parce que l'homme politique était très pris par les grands projets de créer l'État d'Israël, de chercher des armes, des choses beaucoup plus importantes. Et ce petit groupe d'architectes, ils ont demandé personne, ils ont construit cette architecture très exposée, très minimaliste, même si la clientèle qui est venue des petits shtetl d'Europe centrale et Europe de l'Est, ce n'étaient pas des gens de grande culture architecturale. Et cet architecte, ils ont demandé personne, ils ont simplement construit une très grande masse de cette architecture moderne qui était menacée parce que après, comme Dan Eitan raconte, beaucoup de cette architecture était détruite. D'ailleurs, les choses que tu présentes à Madrid, une partie de cette building, elle n'existe plus. Et aussi, il y avait toute cette histoire des Yad Vashem, mais ça, on ne va pas parler ce soir parce que c'est une question très intéressante. Alors, ça, c'est plutôt la configuration de cette figure que chacun, Efratia, comme tu as dit, Jean-François, elle est très intéressée par les textes bibliques, mais de faire une interprétation laïque moderne de ce texte biblique. Munio, c'est-à-dire Efratia, dans mon composition comme quelqu'un qui était formé par l'architecture mais faire des films, elle est un bon parti de narrative, parce qu'elle était un très grand raconteur d'histoire. Et Munio, c'est la forme. Même dans les textes bibliques là, que j'ai relus, donc justement, il y a presque une explication de ce que serait une société démocratique, ou tout au moins qui est presque le modèle, disons, d'attribution, de délégation, de responsabilité que la société démocratique met en place ou tente d'expérimenter. Même sur le nombre. D'ailleurs, dans le film, on le voit quand on dit, voilà, c'est d'abord un village, on est 20, on est 100, on est 1000, et on est 70 000. Et c'est assez drôle, quand on travaille aujourd'hui, on peut dire qu'une ville moyenne ou une petite métropole régionale idéale, c'est une unité de 70 000. Parce que cette unité de 70 000, elle est encore une unité qui permet d'avoir la diversité de son peuple et en même temps, qui est un nombre qui permet quand même de pouvoir l'entendre, de l'écouter. C'est-à-dire qu'on n'atteint pas des chiffres qui sont des mégalopoles, enfin, je veux dire, où on ne peut plus se parler, quoi. Et donc peut-être que ce découpage, comme l'attribution des terres, comme le film le dit à la fin, comme il le raconte, il suffirait de redonner en fin de compte l'usage de la terre, peut-être même sans propriété, par simple, on pourrait dire un bail amphithéotique, qui est dans le droit romain, qui est une amphithéose, qui permet, sur un terrain qui appartient toujours à la collectivité publique, de pouvoir en tant qu'individu construire ce qui est nécessaire à sa vie, quoi. Et donc là, on le voit dans les deux films, et on pourrait, comme ça, faire souvent regarder, faire une analyse critique de la société dans laquelle on est, au travers de ce film. On pourrait demain aller à la Courneuve et regarder qu'est-ce qui a fait que, qui a commandé quoi et pourquoi c'est organisé comme ça, et à quel moment d'ailleurs la rupture est dramatique, et à quel moment donné peut-être le risque, quand on dit que ce sont des quartiers sensibles, il y a peut-être à un moment donné un risque que l'on devrait prendre, on devrait lâcher. Il y a une chose qu'on devrait lâcher. La question sous-jacente aux deux films, qui n'est jamais posée, ça m'a beaucoup frappé ce soir, en les revoyant encore, c'est celle du monument. Je ne m'en étais pas aperçu. La question est sous-jacente, mais elle n'apparaît pas. Elle n'est pas posée. Comme si elle était esquivée. C'est très étrange. Parce que le premier film sur le temple cet homme formule une sorte d'idéal d'autocontradiction,
hein, qui serait incarné dans le monument sacré, etc. Et puis après, il n'en est plus du tout question. Et au contraire, le discours là, de l'urbanisme finit sur une espèce de catalogue de tous les anti-monuments contemporains, de tous les échecs du monumental contemporain. Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre ? Parce qu'on a confondu, c'est qu'on a considéré que toute l'architecture, quand il le raconte, il dit quand la presse, les médias et autres, et le concours force au monument, puisqu'il faut représenter quelque chose. C'est mal le monument. C'est mal le monument. Mais le monument, c'est très bien. Mais le monument, ça ne représente qu'une toute petite chose de l'activité humaine liée à l'architecture. Et pour que le monument émerge, il faut que l'architecture vernaculaire ou l'architecture des hommes existe. Et à ce moment-là, le monument, il est le reflet de l'objet nécessaire à la communauté. Mais ce n'est pas l'objet qui fait la communauté, c'est la communauté qui fait le monument. C'est ça qui s'est complètement retourné. C'est qu'aujourd'hui, tout est monument et il n'y a pas de communauté. Donc avec ça, bah voilà, on fait croire qu'à chaque fois on a réglé le problème. Et alors, d'ailleurs même, quelquefois, on pense que, mettons, je sais pas, une école d'architecture ne marche pas, il faut en construire une autre. Alors pendant ce temps-là, on parle de la construction d'écoles, mais pas du rôle que l'école d'architecture devrait avoir, qui est d'enseigner. Ben, c'est pareil pour tout. Alors, mettons, le logement social ne marche pas, alors on démolit le monument, parce que c'en est éteint quand même, le logement social, pour faire peut-être un petit monument ou un autre grand monument. Et donc le monument, il est... Non, mais parce que c'est très important. Oui. Le monument, il est le résultat d'une communauté qui souhaite construire un monument pour elle-même. Sûr, mais il se trouve qu'à Haïfa, le père d'Amos a construit une barre de logement monumentale, que je trouve personnellement d'une grande qualité urbanistique. Et tu te souviens, on a visité ça ensemble, tu l'avais un peu oublié d'une certaine façon. Le plan des logements dans cette barre est absolument magnifique. Formidable. Il y a une salle entière à Madrid sur là-dessus. Et alors, ce bâtiment est formidable. C'est typiquement un monument, un bâtiment de logement qui a une dimension monumentale réelle par son inscription dans le territoire. Mais c'est une question finalement que j'ai l'impression qui est sous-jacente, mais un peu esquivée dans ces deux films-là, qui va revenir dans d'autres films. Oui, va revenir. Non, ça va revenir. Non, parce qu'il s'agit... Mais c'est très intéressant de voir que ça surgit ici comme ça, de façon... Enfin, ça surgit pas d'ailleurs, justement, c'est sous-jacent. Et je trouve ça très intéressant, parce que comme tout de même, on est un peu dans l'inconscient, dans tout ça, tu travailles avec ton inconscient. Tu es conscient du travail que tu fais, tu es conscient du travail de mémoire que tu fais sur ta généalogie, sur tes parents, mais tu travailles aussi avec ton inconscient. Heureusement, sinon tu ne serais pas un artiste. Et là, je crois que c'est un peu de cet ordre, ce travail sous-jacent du monument qui va ensuite revenir dans les films suivants. Mais quand même, là, dans le monument, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a un moment donné, on parle quand même du temple, qui est un temple mobile, qui est un temple démontable. Donc il y a aussi cette idée qu'à un moment donné, une communauté doit élever quelque chose qui est visible et qui est le travail de l'ensemble, qui n'est pas le travail d'un, et que ce travail, donc, qui est le monument de cette communauté, peut s'en aller. C'est-à-dire qu'il peut disparaître. Le monumental n'est pas obligatoirement quelque chose qui est pérenne. Oui. Non, mais parce que ça aussi, c'est une idée trop facile que l'on a fait croire que les monuments restaient et que le reste ne restait pas. Quelquefois, les monuments disparaissent et on le voit, il y a énormément de destruction de monuments. Mais pour revenir là sur... justement... La définition d'Aldo Rossi reste remarquable quand même, qu'un monument change de fonction. Qu'il n'a pas une fonction, que son efficacité symbolique lui permet de changer de fonction et qu'à ce titre-là, il constitue un repère urbain. Ça reste, à mon avis, une très bonne définition. Et intéressante parce que justement, le monument à ce moment-là présente une mobilité symbolique. Une mobilité de fonction, une mobilité symbolique, même si il est fixe, même s'il ne bouge pas. Il n'est a priori pas attaché à un symbole. Non, mais je vais souligner les choses qu'on discute, effectivement, qu'on discute les temples de Jérusalem, que dans quelque façon, le fait qu'on construit une shrine au monument, si vous voulez, ça devient un objet à détruire. C'est-à-dire, si on a un temple, si on a le shrine, il est mobile, il est nomade, etc., on ne peut pas le détruire parce qu'il est nomade.
dû les conclusions diasporiques, après c'est-à-dire le temple de Jérusalem est détruit, et comme je dis, avec la souveraineté qui est détruite, c'est-à-dire les souffrances attachées à la destruction de ce morceau d'architecture, les souffrances, les siècles des Juifs qui étaient, c'est-à-dire comme dans les traditions juives, on parle pas de nomadisme, on parle à partir de la destruction des temples, Heres Bet Hamikdash. C'est-à-dire, là, il y a une équation dans laquelle la destruction d'un morceau d'architecture, dit monument, dit temple, égale à la souffrance. C'est ça qui est enregistré avec très fort dans la mémoire collective, dû, pour moi, à la grande méfiance d'architecture, d'ailleurs. C'est-à-dire l'architecture, bizarrement, dans cette dialectique, elle est associée, parce que comme elle existe, on peut la détruire. C'est-à-dire, s'il y a un shrine, s'il y a un monument, on peut le détruire. Et si on peut le détruire, on peut aussi finir esclave, Rome, diffusé dans le monde entier, retiré, comme il dit, je fais référence à Gershom Scholem, retiré des histoires, c'est-à-dire qu'à partir du 7e siècle, les Juifs, ils arrêtent d'être des tribus qui amènent la guerre, alors ils flottent sur l'histoire, ils sont sujets à l'histoire, ils sont brûlés, ils sont discriminés, ils n'ont pas le droit à Europe par les décrets des papes d'être propriétaires de la terre, ni cultiver la terre, etc. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'association entre les temples de Jérusalem, etc., il est associé avec il est enregistré comme une catastrophe. C'est-à-dire qu'à la fois, il est très admiré par toute cette faculté architecturale, mais en même temps, comme il existe, on peut le détruire. C'est ça. Il existe, d'une certaine façon, il faut le détruire pour que la chose reste toujours virtuelle. Mais effectivement, on peut dire qu'il y a effectivement cette identité juive ou hébraïque, jusque les constructions des premiers et deuxième temples qui est attachée à ce territoire, parce qu'il y a aussi des exils entre les premières et deuxième. Les premières, il est exilé vers l'Iran d'aujourd'hui, mais il revient. Et déjà l'existence diasporique existe depuis cette époque. Il y a une grande communauté à Alexandrie, il y a dans tous les bassins méditerranéens, avant même l'exil provoqué par les destructions des temples. Alors, ce rapport à l'architecture est très intéressant. Et d'ailleurs, c'était le sujet de ma thèse, parce que je trouve que ils ont adapté une sorte de stratégie éclectique vers l'architecture, comme je dis tout à l'heure. Si on regarde, par exemple, les synagogues à Sanaa, à Yémen, ils ressemblent beaucoup à une mosquée. Il n'y a pas de grande différence. Et il y a même cette façon de nettoyer les pieds avant la prière, comme on fait dans les mosquées. Et il y a le seul tout petit geste différent, c'est qu'on ne peut pas mettre les Bibles par terre. Alors, il y a un petit bench, il y a une petite tablette de bois dans laquelle on peut mettre le Bible. Mais c'est tout. C'est le seul geste d'un objet architectural qui peut distinguer les mosquées de Sanaa des voisins musulmans. Alors, il y a une sorte de disons, une sorte de façon de faire un osmose avec la culture locale, et que c'est le cas aussi à Venise, etc. Et qui dans Venise, on adapte beaucoup de styles de Renaissance, de baroque, etc. Et je crois que ça arrive presque aujourd'hui. C'est-à-dire même l'éclectisme vis-à-vis de la forme, il a encore un écho de toute cette longue chaîne de déplacements. Il y a une chose peut-être qu'il faut accentuer, c'est le rapport aussi entre le temple et le tabernacle. Parce que le rapport entre le temple et le tabernacle, qui est quand même un point très important, parce que dans aussi le récit que nous entendons, à un moment donné, le tabernacle intervient pour introduire le thème de l'entre-deux, qui existait déjà, mais qui existait sous
sous ce mot-là, pardon, dont je t'ai demandé le sens tout à l'heure en aparté. Je t'ai demandé si c'était un mot courant, tu m'as dit non. Oui, voilà. Le seuil, c'est-à-dire ni dehors, ni dedans. Non, mezouza, c'est le... C'est quoi, mezouza? C'est mezouza, c'est voilà. un petit scroll qu'on met sur la porte. Ah ben... Mais c'est bien, comme on est chichi, comme on est vendredi soir, il faut faire les... Non, mais... On fait la réception de Shabbat. Non, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a... Doppelbaum, d'ailleurs, il exprime très bien. Et moi, j'ai choisi dans plusieurs chapitres d'être plutôt une sorte d'intervieweur qui n'intervient pas. C'est-à-dire, je donne le stage et j'ai envie d'évoquer des séries de sujets, mais je les donne le stage parce que je trouve que c'est... alors, c'est toujours être à l'intérieur et dehors. Je crois que c'est une position plutôt classique. Je crois que même le positionnement des communautés juives dans les diasporas, ils sont à la fois membres actifs de cette communauté, c'est-à-dire ils participent en Argentine d'être en prison contre les dictatures fascistes, ils sont avec contre Franco en Espagne, etc. Mais ils ont aussi un petit décalage qui lui donne une position très intéressante, toujours dans cette école critique, c'est-à-dire ils ne sont pas complètement dupes des structures de pouvoir locales, ils ont un petit décalage, et ça je crois que c'est déjà effectivement dans le DNA, dans les configurations d'époque des textes bibliques, parce que comme dans l'Ancien Testament, il n'y a pas une présentation de Dieu, il y a un représentant de Dieu par terre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni Jésus, ni Muhammad, ni Bouddha, et comme j'ai dit tout à l'heure sur David, mais c'est vrai même sur Moïse, c'est-à-dire les leaders les plus célèbres, ils sont toujours fautifs, ils ont fait une chose qui est fautive, et c'est une démarche systématique des textes bibliques. Alors, le coup de téléphone entre Dieu et l'individu de la communauté, il est direct, il n'y a pas intermédiaire, c'est une transmission directe, et c'est pour ça, comme on a fait avec Marie-Josée, une fois on essaie d'adapter le texte de Singer, de Bashevis Singer, L'ombre sur le Hudson, Shadows on the Hudson, et on avait beaucoup de mal parce qu'on avait des co-écrivains, etc., d'expliquer qu'effectivement, moi j'ai essayé d'expliquer que dans les traditions juives d'Europe centrale, Dieu il n'est pas positionné là, il est plutôt une sorte de voisin, qu'il fait beaucoup de bruit, mais qu'on peut dialoguer avec lui d'une façon quotidienne, c'est pas une chose strictement comme on va en synagogue. Et d'ailleurs, les synagogues, il n'y a pas une code architectural pour les synagogues. Les synagogues, il peut trouver au deuxième étage. Et même en Israël, c'est une salle de sport qui est convertie aux synagogues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de code disant c'est un building à part qu'il faut lui mettre des espaces dehors, un jardinage ou une sorte de série de colonnades. Pas du tout. C'est-à-dire le seul contraint, il est social. On ne peut pas faire la prière. Il n'y a pas une prière individuelle. Il faut être 10 pour faire la prière. C'est-à-dire, c'est dès le départ, dans toute cette construction, l'élément social et le rapport entre le social et le rapport à l'architecture, il est établi. Mais je ne veux pas aller trop loin. Ouais, je crois que peut-être avez-vous des questions, parce qu'il est des questions, des remarques ou des... Oui, j'ai juste une question. Je suis un peu impressionné par le micro. J'ai vu l'urbanisme dans les nouveaux quartiers de Jérusalem et je voulais que vous me fassiez un parallèle entre cet urbanisme des quartiers résidentiels avec celui de Tel Aviv qui est orthogonal, comme vous disiez, alors que je trouve que dans ces nouveaux quartiers à Jérusalem, c'est très sinueux, très, j'allais dire, structuré de manière chaotique. Donc je trouve le parallèle intéressant entre une ville qui est moderne avec une architecture classique, avec une ville ancienne, avec un urbanisme très déstructuré.
Donc je voulais que vous nous parliez de ces deux villes-là, de ces deux manières de concevoir la ville, et aussi, afin de relativiser mes propos, que vous parliez de projets immobiliers à Jérusalem, conçus en partie avec Ehud Olmert. Voilà, le projet qui a été, sur lequel il y a eu un souci. Holy Land. Voilà, exactement. Voilà, je vous remercie. Bah, vous pouvez me parler de ces... Je ne vois pas les personnes qui ont posé la question. Ah oui, c'est moi. Ah oui, ok. Non, c'est-à-dire, Jérusalem, il faut distinguer plusieurs époques. Il y a l'époque ancienne de la vieille ville, surtout murée par les Suleiman le Magnifique, c'est-à-dire les murs qui existent aujourd'hui autour de Jérusalem étaient construits dans cette époque, 16e siècle, Suleiman le Magnifique. Jérusalem commence à sortir de cette mur très tard, surtout avec Yemin Moshe, ce voisinage, et aussi les Bate Hungarim, Mea Sha'arim, qui était le premier public housing, qui maintenant c'est le siège des ultra-orthodoxes à Jérusalem. Moi j'aime beaucoup Mea Sha'arim, je trouve que c'est très, très intéressant visuellement. Et d'ailleurs, c'est le point que je ne partage pas avec Dov Elboim, parce que moi, les Sukkot et la façon que les Soukha utilisés, moi j'aime beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec lui, et je trouve que c'est très beau. Et c'est très libre, d'ailleurs, dans la façon que chaque famille orthodoxe utilise la terrasse pendant les fêtes des Sukkot. Et moi, je trouve que c'est très beau. Après, il y a les projets politiques d'Israël après la guerre de 67, la guerre des 6 jours. Et ça, à mon avis, c'est le début de destruction vraiment de l'urbanisme de Jérusalem, parce que par l'intérêt de dominer des territoires assez larges, ils sont diffusés, détruits le centre urbanistique qui existait aussi à Jérusalem-Ouest, qui existait aussi entre 1948 et 67. Il y avait ce centre-ville, d'ailleurs dessiné par certains architectes qui est venu de Berlin, surtout Hans Rau, qui était un architecte très, très doué, qui a fait une architecture moderne, malgré que, comme vous savez, Jérusalem, le code de construction qui était imposé par l'anglais, impose d'utiliser la pierre comme surface extérieure, et qui donne une sorte de patina commune. Mais cette diffusion actuelle de Jérusalem, avec tous les voisinages qui passent partout, avec cette idée de dominer Jérusalem par des populations juives, d'abord, point de vue démographique, ça ne marche pas du tout, parce qu'en même temps, pour construire tout ce nouvel voisinage, il faut importer labor force, des ouvriers, qui sont palestiniens. Alors ça a augmenté parallèlement la population palestinienne, qui est normal. C'est-à-dire, même point de vue de cette stratégie politique, ça ne marche pas. Et point de vue urbanistique, ça détruit vraiment les centres-villes avec cette idée d'élargir sans fin Jérusalem, dans laquelle c'est l'état actuel. On pourrait parler, mais ça va revenir dans une séance ultérieure. Il y a 3 villes en Israël, et la ville d'Amos, c'est Haïfa, c'est la 3e en quelque sorte, c'est-à-dire ni Jérusalem, ni Tel Aviv. Et c'est vraiment une ville très, très, très différente, et c'est une clé, je crois, vraiment pour le cinéma d'Amos, que ton point de vue, il est à Haïfa, et c'est depuis cette ville que tu vois les 2 autres villes, disons. Mais là, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que d'autres émissions, d'autres chapitres aborderont explicitement cette question de Haïfa, la ville de Haïfa. Peut-être y a-t-il d'autres... Oui, bonjour. En fait, je voudrais revenir à cette remarque que vous avez faite par rapport à la mosquée de Sanaa, quand vous avez dit que
en fait, c'est le seul geste qui distingue l'architecture ou disons, la fonction de l'architecture. Moi, je travaille en tant que critique d'architecture ou chercheuse et ces derniers temps, je réfléchis de plus en plus sur des questions du design, en fait, comment la modernité allait peut-être avec quelque chose qui était comme une prescription des gestes. On voit ça très bien, par exemple, dans les logiques tayloristes, on voit ça dans des films de Chaplin. Il me paraît souvent qu'en fait, dans le design en tant que tel, il y a toujours quelque chose comme voilà, une certaine prescription de gestes, ou si vous voulez, une certaine finitude justement du geste, et que si nous voulons démonter justement cette architecture en tant que design, en tant que forme, en fait, la meilleure manière de la démonter sur le plan théorique, c'est justement en critiquant la notion de la finitude elle-même. Parce que ce que vous avez mentionné aussi par rapport à la mosquée de Sanaa, par exemple, c'est quelque chose que je vois souvent dans des architectures, des villages africains, dans toutes ces théories des architectures informelles d'abord. Et puis, par exemple, quand on regarde des films comme des films de Sembène Ousmane, où on voit qu'en fait, ce que délimite la fonction d'une certaine architecture, c'est juste le geste, en fait. C'est comme si le geste était là pour justement former l'espace ou former la fonction de l'espace. Et donc voilà, je voulais juste vous demander qu'est-ce que vous pensez ou quel est votre point de vue sur ce rapport entre justement l'architecture avec son multiplicité d'usages et la finitude sur le plan en plus, disons, philosophique. Patrick. Non, alors, du coup, je vais pas retourner la question ou la réflexion, mais en effet, moi je suis assez d'accord, c'est le geste. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la maison. Et donc, c'est le fait d'habiter qui fait l'architecture, et c'est le geste d'habiter, ou le geste de prier, ou le geste de se recueillir qui fait l'architecture. Mais comme je n'ai pas développé là totalement ce que je voulais dire par rapport à Mugnot et par rapport au Bauhaus, justement, ce qu'on a peut-être perdu aussi, c'est le geste de la construction. Voilà, c'est qu'on a oublié qu'il y a aussi un geste qui produit. Voilà, et il y a un geste qui, des fois, est le geste... Celui qui a produit, c'est celui qui s'en sert. Et peut-être que la communauté qui produit est la communauté qui s'en sert. Et donc, ce geste-là a été totalement perdu dans la pratique architecturale actuelle, puisqu'il y a un mépris total donc, de comment on s'en sert, et un mépris total comment on le fait. Et comme comment on s'en sert, ça n'est pas que fonctionnaliste, c'est comment on s'en sert au sens symbolique. Quoi. Comment on peut exprimer quelque chose sur le plan symbolique, et comment on peut le faire, et en le faisant, le transformer, c'est-à-dire représenter ce qui était représentable. Et donc, justement, dans le travail de Mugnot, il y a ce geste archaïque qu'il emmène de sa communauté de famille, ou sa communauté villageoise, ou sa communauté religieuse, ou sa communauté de pensée. Il y a après le travail qu'il fait comme artisan. Après, il y a le travail qu'il fait donc, dans cette école, donc, qui était une école, on pourrait dire, qui tentait une utopie de transmettre tout cela. Et après, il part et il rencontre, dans un pays qui a une utopie sociale, il rencontre quand même le geste nécessaire pour faire et le geste indispensable pour s'en servir. Quoi. Et donc, je pense que dans ce que Mugnot explique, ou dans même ce que tu disais tout à l'heure, Jean-François, en effet, il y a des monuments, par exemple, parce que le monument, ça n'est pas que le monument religieux. Exemple, mettons une usine, on peut penser qu'une usine est vécue comme monumentale, et que la non-destruction de cette usine par les gestes que le travail ou le taylorisme a fait faire pour annuler le geste, mais il y a quand même eu un geste, il est possible qu'une population veuille défendre cette usine
pour ce qu'elle représentait comme lieu de production et lieu de communauté ouvrière. C'est-à-dire qu'il y a eu des communautés religieuses, mais il y a eu des communautés ouvrières ou une solidarité ouvrière. Et donc, c'est pour ça qu'on a mal vu, je pense, d'ailleurs, y compris quand on a sauvegardé des lieux industriels, et on a mal compris, d'ailleurs, en effet, comment on peut, d'un monument qui paraît fonctionnaliste, il peut recevoir un autre geste. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, et tu l'as dit tout à l'heure par rapport à un lieu de prière, qui peut en effet, par le simple fait qu'à 10 on se réunisse, il devient un lieu de prière et de réflexion. Il n'a pas une architecture d'eux, c'est les hommes se réunissant qui font de ce lieu, qui pourrait être un supermarché ou je ne sais pas quoi, un lieu de prière. Et donc une usine peut redevenir... Donc, pour répondre à ta question du monument, si tu veux, c'est en effet, je pense qu'il y en a encore, mais peut-être qu'on ne les voit pas. Et moi je dis toujours, peut-être qu'un jour... des gens se battront pour conserver un grand magasin Carrefour. Parce que peut-être qu'on le considérera comme le monument de la société consumériste et on devra peut-être y faire autre chose dedans pour peut-être l'emmener dans l'histoire de l'architecture. Donc, alors c'est pas vraiment une réponse à votre question, parce que voilà, elle est beaucoup, la mienne est trop peut-être pratique. Mais moi, ça m'intéresse. C'est-à-dire que j'essaye toujours, et c'est aussi, c'est pas pour revenir sur le travail, parce que c'est le but de ce soir quand même, c'est à quoi ça sert ce film, à quoi ça sert un auteur, et ainsi de suite, c'est qu'on pourrait peut-être revenir à un moment où on raconterait les choses, voilà, comme on se fait ce soir, voilà. Et peut-être qu'en racontant les choses, on retrouverait le sens des choses. Voilà. Et je crois que c'est vraiment une des clés de cette série. Mais c'est les clés de son œuvre. Oui, mais aussi de cette série qui articule le récit sur l'architecture. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment qu'on finisse là-dessus, parce que c'est vraiment ce qu'on voudrait développer pendant ces 4 séances. Ce qui est frappant, c'est que ce sont aussi des émissions de télévision. Hein. Bon, comme on dit. Hein, je crois que c'est important de garder ça à l'esprit, avec donc l'effet de close-up, hein, propre à ce genre d'exercice, et puis les images qui passent derrière. C'est de la télévision qu'on ne voit pas tous les jours. Hein. Moi, j'en vois jamais de là comme ça en France. Je sais pas si ça existe. Je regarde pas la télévision. J'ai pas la télé. Bon, mais bon. Bon, mais je l'aurais peut-être s'il y avait beaucoup de choses comme ça. En tout cas, une chose certaine, c'est que c'est vraiment du cinéma didactique, quoi. C'est de la télévision pédagogique, mais qui donne pas des leçons. C'est pas la télévision pédagogique où on a l'impression qu'on est encore à l'école, quoi. Donc c'est vraiment... Et pourquoi ? Parce que c'est du récit et parce que c'est des portraits. Ça, c'est une chose vraiment importante. Ces gens qui parlent, ils ont une parole particulière, ils ont une drôle de tronche. Le théologien est quand même spécial, hein. Bon, c'est pas des gens qui ont un visage télégénique, hein. C'est vraiment des gens qui viennent de tous les coins de la société, etc. Et alors, quand vous allez voir les suivants, vous allez vérifier la chose. Hein. Ça va dans tous les sens. Hein. C'est véritablement l'explosion de la foule israélienne. Hein. Donc je crois que cette dimension-là est très importante, c'est-à-dire d'un cinéma narratif, de remettre l'architecture en récit, et pas seulement l'architecture, bien sûr, et que ça passe par une forme didactique, mais qui n'est pas une forme... qui est une forme aussi artistique, enfin, dans le sens où il y a des portraits. C'est ça qui est frappant. Et si vous parlez de gestes, bah, il y a des gestes dans le récit. Le théologien, il a une gestualité intéressante quand même. Hein, donc les gestes, c'est aussi ça, c'est les gestes du récit. Le récit, et on le sait, enfin, c'est une vieille histoire. Hein. Dans la peinture, le récit, ça passe par des gestes. La relation récit-geste est très étroite. Hein. Mais par rapport à ce que tu dis sur les portraits, moi je pense que voilà, on a aimé des fois, enfin moi j'ai aimé dans cette salle des films que je voyais, et on disait d'ailleurs c'est une tronche.
en voyant... voilà. Et c'est comme si aujourd'hui, le cinéma avait aplani tout. Il n'y a plus de portraits, il n'y a plus de personnes qui sont naturelles. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé de ce moment sensible, parce qu'il y a le regard d'Amos qui est particulier, c'est qu'on ne sait pas s'il regarde le chronomètre et il regarde à un moment donné quelque chose, et il regarde, comme c'est un montage, mais on voit bien qu'il y a son regard qui tout le temps à la recherche de quelque chose, et il est à l'affût de voir si le débat ou la parole se passe bien, et il intervient très peu, c'est ça qui est formidable aussi. Et quand l'autre personne qui parle, elle devient libre, et il la met justement en scène, cette personne, avec sa tronche. Voilà. Et donc on ne voit plus presque le peuple, on pourrait dire. Et le peuple intellectuel, on ne le voit plus. Voilà. Et là, on le voit. Et pour parler d'une chose de fond, un problème de fond, quoi. C'est formidable. Non, on est vraiment aussi dans l'espace public, c'est-à-dire que le récit participe de l'espace public et l'architecture participe de l'espace public au sens Öffentlichkeit, au sens de l'espace du débat démocratique, etc. Et on en a beaucoup parlé dans l'entretien qu'on a eu là pour l'exposition de Madrid, et peut-être que tu peux dire un ou deux mots quand même là-dessus, pour quand même la position de l'artiste intellectuel en tant qu'intellectuel. Tu es un artiste cinéaste qui a une activité d'intellectuel et qui prend position sur des questions politiques actuelles en tant qu'intellectuel aussi. C'est pas banal. Non, c'est-à-dire, comme j'étais formé effectivement comme architecte, alors j'ai commencé à faire des films assez tard d'ailleurs, j'avais déjà 30 ans. Et je trouve que le cinéma, c'est-à-dire j'ai quitté l'architecture parce qu'après Berkeley, après Christopher Alexander, Berkeley, théoriquement, j'ai compris pourquoi je n'ai pas envie d'être architecte actif. Grâce à lui. Grâce aussi à Christopher Alexander. C'est-à-dire, j'ai compris l'impossibilité d'architectes, que je trouve beaucoup d'architectes, des gens très cultivés, avec une connaissance très large des paramètres économique, esthétique, social, culturel, la peinture, etc. Je trouve que c'est une discipline très enrichissante d'apprendre. Mais comme j'ai avec Christopher Alexander, d'ailleurs, qu'on a essayé de construire un village ensemble au Galilée, il est venu en Israël, il a dormi sur la terrasse de ma mère parce qu'il ne veut pas dormir dans une chambre fermée, Alexandre. Et on a promené à Galilée. Et avec la confrontation à la fois avec tous les systèmes administratifs d'urbanisme très archaïques, qui n'est pas seulement le problème d'Israël, mais c'est un problème mondial, et de tout ce système de zoning avec les couleurs dédimensionnelles, et aussi Alors, à un moment donné, j'ai compris que je ne peux pas exercer ce métier, que malheureusement, j'ai appris des métiers extrêmement enrichissants, que j'ai envie de faire autre chose. Après, il y a effectivement cette image derrière moi, qui est la guerre de Kippour, qui était une sorte de tremblement de terre pour toute une génération, qui m'a éjecté aussi de cette profession, que j'étais lancé dans le cinéma, comme tu dis, Jean-François, comme une équation intellectuelle. C'est-à-dire, moi je trouve qu'Israël, c'est un projet passionnant, très émouvant, des fois dérangeant, qui mérite un cinéma fort, qui ne mérite pas un petit cinéma sympathique, etc. Alors là, j'étais lancé, grosso modo, il y a 30 ans, avec un projet de dire, voilà, c'est le type de cinéma que je crois que cette culture-là mérite. Et je crois que alors, j'ai passé une époque dans laquelle j'ai fait des films documentaires comme House, Wadi, Journal de campagne, qui d'ailleurs, si vous êtes libre demain soir, on peut continuer à dialoguer parce que je vous présente Journal de campagne, un film que j'aime beaucoup, que j'ai fait avant et pendant la guerre du Liban. Je vais le présenter demain soir à la Cinémathèque à Bercy avec mon chef opératrice Nourit Aviv. On va être ensemble demain soir.
Alors, à partir de cette série de films documentaires, apparemment, j'ai compris que j'ai touché une nerf sensible de mes chers compatriotes qui n'ont été pas très contents de ce travail. Et je suis venu ici, c'est à cause de ça que je parle un petit peu français. Et là, j'ai passé presque 10 ans. Et c'était mon époque d'apprentissage ici parce que j'ai accueilli des très grands techniciens français comme Henri Alcan pour la lumière, qui a fait le film de Cocteau, La Belle et la Bête et des autres, comme Antoine Bofanti pour le son, qu'il a travaillé avec Godard, qui a fait Muriel d'Alain René. Hana Shigula, Philippe Garel, je l'ai mis en scène, etc. etc. Et c'était une époque que j'ai appris beaucoup. Et comme Rabin était élu exactement il y a 20 ans, à 93, j'étais allé faire du cinéma en Israël. Et j'étais invité, là, dans la phase de fiction, Kadosh, Kippour, tout ça était produit dans cette époque, d'apporter à nouveau un regard de réflexion. Alors, je suis un grand collectionneur des choses que les gens considèrent comme un peu archaïques. Le kibbutz, moi j'aime beaucoup l'expérience de kibbutz, même s'il souffre, on va parler, parce qu'il y a un des autres chapitres qu'on a fait sur la question de kibbutz, et aussi les désintégrations de certains kibbutzim. Et tout ce courant de la société israélienne tellement riche par des courants différents, ils ont été le centre de mon travail. Et je trouve que de toute façon, pour revenir à la chose que tu as dit, Jean-François, je trouve que la culture, ce n'est pas strictement une affaire muséale, mais elle doit être un agent actif, c'est-à-dire elle doit apporter une vision, elle doit intervenir dans le réel, elle doit projeter aussi, elle doit dessiner une certaine idée. Il ne faut pas être si timide. Je crois que les idées, ils sont de matière forte. Les gens ils sont habitués que strictement l'argent ou l'arme sont des matières fortes, mais les idées sont transformées également la planète. Alors, je crois qu'il faut parler des idées. Il ne faut pas être timide, il faut parler des idées. Je crois que la rébellion qui est en train de mener à l'École des Beaux-Arts, c'est bien. Parce qu'il faut parler des idées. Il faut arrêter de faire strictement une chose célébrative. Il faut toujours poser des questions dans le niveau des idées. Alors, des fois, les choses que j'ai fait m'ont amené aussi des gens qui n'étaient pas très contents, mais c'est pas grave. Je trouve que ça fait partie du dialogue. C'est légitime aussi. Je considère toujours que c'était légitime aussi de poser des questions sur les choses que j'ai fait. Ça fait partie de ce dialogue nécessaire. Et bref, je trouve que la culture, il faut qu'elle elle redevient pas strictement sanctifiée, musée, etc., mais qu'elle réintervient dans le réel. Je crois que c'est une bonne raison pour laquelle on vit plutôt une ville intéressante tous. Et c'est une façon de rendre hommage à la société dans laquelle on vit. Alors moi, je suis pour une culture active, pas pour une culture naze, célébrative, etc. Et je crois que c'est l'ensemble des films que j'ai fait. Aussi, cette série d'architecture, c'est pour moi été une très bonne occasion de parler des questions que je trouve qui sont valables, d'essayer d'élargir les choses qu'on comprend, comme on dit, architecture. C'est pas strictement le design, c'est ce tissu, c'est cette série de réflexions. Comment on peut interpréter les choses qu'on voit autour de nous d'architecture. Et j'étais très surpris, les dirigeants de la télévision, et peut-être les dirigeants de la télévision aussi, qu'il y avait un très grand public. Et au début, ils m'ont dit, oui, mais quand même, il ne faut pas strictement des personnes qui parlent, il faut que tu sois quand même un grand cinéaste, il faut que nous fassions des mouvements de caméra, des grues, etc. Tu es spécialiste de plans séquences, fais-nous de belles plans séquences. Je dis non. Je dis c'est subject. Je t'ai vu oriented. essayer de le faire à Raifa, parce que tu as essayé, et puis tu as renoncé. Oui, mais Non, mais c'est vachement intéressant, parce que tu as essayé quand même. Tu t'es dit, oui, bon, pourquoi pas, mais tu as renoncé, mais tu as essayé.
Non, moi, je trouve qu'il faut essayer. Il n'y a rien de mal d'essayer. Et je crois que de toute façon, le cinéma que je fais, c'est un chantier ouvert. Comme il dit Patrick, qu'il aime bien cette notion. C'est un chantier, c'est-à-dire on essaye. Il ne faut pas dire on ne peut pas essayer. On essaye, mais je crois que ça doit être organique, c'est-à-dire un problème d'ailleurs pour terminer les choses que j'ai envie de dire, qui était troublant pour moi dans les phases que j'ai vues de l'architecture, que les architectes aujourd'hui sont condamnés d'exécuter, j'utilise le terme exécuter comme exécution, exprès, d'exécuter les croquis. Ils ont là le design préliminaire, il doit être exécuté. Et ils n'ont pas les marges de manœuvre de dire, parce que comme vous savez tous, l'architecture c'est un projet très lent, avec un rythme beaucoup plus lent que le cinéma. C'est-à-dire que l'architecte lance un projet, 5 ans plus tard, comme il est dans le point que le projet va être achevé, il dit oui, finalement il y a 5 ans qui sont passés, maintenant intellectuellement je suis ailleurs et je vais questionner l'hypothèse que j'ai mise il y a 5 ans. Impossible. C'est-à-dire, s'il pose cette question, s'il est si naïf pour poser cette question, il risque que le projet va être annulé. Alors, il est condamné d'exécuter les pré-simulations, même si, comme quelqu'un, un être humain intelligent, il comprend que c'est vraiment qu'il y a quelque chose de questionnable dans les croquis qu'il a fait. Le système de fabrication et le système administratif est devenu tellement hermétique et rigide qu'il n'y a aucune marge de manœuvre de renégocier le projet. Et je crois que le cinéma, etc., effectivement, il y a dans plusieurs films que j'ai fait, j'ai tourné des scènes qui sont à la poubelle, même s'ils sont coûtés cher. Par exemple, pour revenir à un monsieur qui a posé la question sur la photo, à Kippour, la scène d'ouverture de Kippour, qui était écrit, qui était une scène très spectaculaire dans laquelle la caméra elle a commencé dans la rue de Tel Aviv, on a arrêté toute cette rue-là, avec un bruit magnifique, elle est rentrée par la fenêtre d'un appartement, on a vu notre héros qui est en train de descendre, etc. À la fin de ce tournage, de 7 jours de tournage, que toute l'équipe était là, j'ai eu un standing ovation à la fin de 7 jours de tournage. Laurent Trouchot, qui a travaillé sur plusieurs films, il me regarde, il m'a dit, mais pourquoi je vois ça à son visage? Je lui ai dit, c'est vraiment la merde. Mais il m'a dit, mais c'est très beau, pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit, si on commence d'une façon si spectaculaire, qu'est-ce qu'on va dire après? Alors il m'a dit, alors Amos, alors qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, tout simple, en caméra sur pied, le type traverse la rue, coupe, on attend de loin un petit prière dans la synagogue, un autre plan, le type coupe, c'est tout. Alors, effectivement, cet privilège de faire des esquisses, d'essayer, mais comme un chantier, et de refuser même des choses qui étaient sur papier très convaincantes, même pour certains dans les tournages, je crois que l'architecture, elle n'a pas cette moyen. Et ça, je trouve que c'est dramatique. J'ai vraiment de pitié parce que je trouve souvent l'architecte que je raconte, des gens de bon niveau, intelligents, etc. Et l'architecture, elle est devenue une simple exécution de croquis. Et la bonne architecture, le système il doit être beaucoup plus organique. C'est-à-dire les grands morceaux d'architecture historiquement qu'on connaît étaient tout le temps transformés, tout le temps adaptés. Les prestataires d'éléments de cette architecture, les gens qui ont fait la porte, qui ont fait le vitrage dans les grandes cathédrales, etc., ils ont toujours été allés plus loin que les croquis initiaux. Ils ont été un travail d'interprétation que le bon rapport. Ce n'est pas un travail d'exécution. Alors, c'est effectivement une des raisons qu'à la fin de cette grande époque, parce que j'ai tapé quand même 9 ans d'école d'architecture, alors je me suis dit, bon, tout ça, c'était fascinant. De toute façon, je remercie toute cette époque parce que dans mon travail de cinéaste, de m'aider chaque jour pour comprendre l'espace, pour comprendre comment je positionne la caméra, comment je fais la chorégraphie des comédiens. Et aussi à Berkeley, j'avais de grandes
école de Philosophy of Science, des écoles marxistes sur l'économie des tiers-monde. J'ai appris plein de trucs complètement utiles pour le film que j'ai fait après, etc. Mais j'ai dit, dans l'état actuel d'architecture, il faut vraiment questionner toute cette série de paramètres. Alors, bravo la révolution à l'École des Beaux-Arts.